Nous sommes sur le fleuve Mékong qui baigne cette ville millénaire, qui fut autrefois attaquée et pillée par les Birmans, les Chinois, les Thaïlandais et les Vietnamiens. Ville royale depuis au moins le XIe siècle, elle était la grande rivale de Chiang Mai, une des capitales historiques de la Thaïlande. En 1887, son roi est préservé de la captivité par des bandes armées des pavillons noirs, les pirates chinois, grâce au français Auguste Pavie, qui s'y trouvait comme ambassadeur. La ville est brûlée, mais reconstruite sur les plans français. Pour beaucoup de connaisseurs, c'est la plus belle ville d'Asie. Et elle doit sa préservation grâce au label UNESCO, qu'elle obtient en 1995. Il faut aborder ces rives au moins une fois par le fleuve Mékong pour ressentir l'émotion qui fut celle des explorateurs français qui découvrirent la ville royale au XIXe siècle. Henri Moore d'abord. Le découvreur d'Angkor fut aussi le premier à visiter Luang Prabang. Et il y mourut de fièvre. Son dernier bivouac se trouve le long de la rivière Nam Khan, et on peut aller s'y incliner. Puis il y eut Doudard de Lagrée et Francis Garnier, avec 4 autres militaires et civils en mission vers la Chine. Objectif, les sources tibétaines du Mékong. Ils furent stoppés au Yunnan par une guerre de religion, mais tombèrent avant sous le charme de ce qui était devenu la capitale du Laos, Vientiane ayant été rasée 40 ans auparavant par les Siamois. Parmi eux se trouvait Louis de la Porte, le dessinateur de l'expédition, à qui on doit un témoignage visuel exceptionnel de la vie quotidienne laotienne avant l'introduction de la photographie. Il sera le fondateur du Musée asiatique de Paris. Luang Prabang est une de ces petites villes paisibles, où on aime flâner à pied ou à vélo, et prendre son temps, en découvrant ces belles villas et ces rues latérales descendant vers les fleuves. Les traces de la culture française y sont partout présentes, dans l'architecture, avec ses patios, ses arcades, ses fenêtres ajourées de persiennes, les décors art nouveau ou art déco, qui donnent des indications sur les périodes de construction. C'est un subtil mélange avec l'architecture laotienne, qui utilise les pilotis contre les débordements des fleuves, les vérandas, l'usage du bambou et des bois durs, comme l'ébène royal ou le teck, les tuiles vernissées à la chinoise, mais plates, car plus étanches contre la mousson, et de même forme que celles du centre de la France. Les fleuves au Laos sont bien plus que des canaux de drainage des moussons en direction de la mer. Ils sont les artères du Laos. Chaque cours d'eau est un trait d'union entre les villages, entre les peuples et les pays. Les fleuves étaient autrefois la grande voie d'échange des biens, des richesses, des informations, des coutumes et des musiques. En remontant vers le nord, on trouve encore sur les bords de l'eau des communautés de pêcheurs qui pratiquent des cérémonies hindouistes millénaires. Elles furent répandues autrefois par des voyageurs se déplaçant en pirogue. C'était bien avant l'arrivée du bouddhisme, quand l'influence du royaume d'Angkor se faisait sentir jusqu'à la frontière chinoise.
Et c'est à cela que peut rêver le promeneur solitaire le long de la Namkhane en regardant les pirogues qui la descendent et la remontent. อยากไปอยู่จังที่สมุทรสาครพี่ประวรพูดมากลัวไม่จริงพี่ทำนาปลูกข้าว À l'extrémité de la presqu'île, un pont de bambou est jeté sur la rive opposée de la Namkhane. Il permet aux moines de se rendre dans les temples et monastères de l'autre rive, et aux habitants de commercer avec l'autre bord. Matérialisation de l'éternel recommencement bouddhiste, le pont est détruit chaque été par les eaux gonflées de la mousson, et reconstruit avec patience quelques mois plus tard. La route côté Mékong est plus animée. Là se trouvent les restaurants et cafés au bord de l'eau, où les touristes aiment se retrouver le soir pour assister au coucher de soleil en admirant les grosses embarcations qui parcourent ce Nil asiatique. C'est là qu'on trouve les embarquements pour les excursions en direction des grottes de Pakou. Là aussi qu'on peut louer une longue pirogue, à l'heure ou à la journée, qui donne le sentiment de redevenir un explorateur d'une autre époque. En vis-à-vis, le long du quai, se trouvent les plus belles villas de Luang Prabang, dont le palais du roi, qui possède ses propres escaliers donnant sur l'eau, et par lesquels le souverain accédait à ses longues pirogues richement décorées. Incendié en juin 1887 par les pavillons noirs de Deo Van Tri, le palais fut reconstruit en 1904, dans le style franco-laotien, et fut habité par le roi et sa famille jusqu'à la reconstruction de sa capitale, Vientiane. Depuis la fin de la royauté, il est devenu un musée national qui regroupe les objets d'un passé que les autorités veulent révolu. L'enceinte du palais comprend un théâtre royal, le Fralak Phradam, où se donnent des spectacles issus du Ramayana, accompagnés d'un orchestre traditionnel. Luang Prabang est la capitale religieuse du Laos. On y compte 80 temples, dont 32 sont protégés par l'UNESCO. À eux seuls, ils représentent un tiers de la surface de la vieille ville. La plupart de ces temples ont été reconstruits après l'incendie de 1887. Seuls 2 d'entre eux sont les bâtiments originaux, le Wat Mai et le Xiangtong. La reconstruction des autres fut réalisée selon les plans d'époque et respectueux du style laotien du Nord. Ce style se matérialise par une superposition des toits. 35 de ces temples possèdent un monastère habité par de jeunes moines. Venus des campagnes environnantes et du Laos profond, ils y acquièrent une formation religieuse. En plus des préceptes bouddhistes, les moines y enseignent parfois gratuitement l'anglais aux jeunes Laotiens. Et, disons-le, une certaine forme de créativité musicale. L'artisanat religieux est toujours vivant et pratiqué sur place. Cela permet de préserver, d'entretenir et d'améliorer en permanence le patrimoine architectural de la ville et de ses lieux sacrés. Cette future gouttière en bois sera peut-être utilisée un jour lors de la cérémonie de lustration des nouveaux bonzes, cérémonie qui consiste à les arroser en position de prière.
Le Wat Xintong est certainement le plus beau de tous les temples de la ville. C'est aussi le plus harmonieusement décoré. Construit en 1560 par le roi Settatirat, premier roi d'un Laos unifié, le Langzang, c'est un des deux monuments symboliques de l'unité du pays. Il fut épargné par les soldats de Deovantri en 1887, parce que leur chef y avait fait ses études. Moralité, il est parfois utile d'éduquer les futurs dictateurs et chefs de guerre. Les marchés de Luang Prabang ressemblent à ceux visités et dessinés en 1867 par Louis de la Porte. Il découvrit alors ces ruelles où les femmes des villages alentours venaient vendre leurs productions à la capitale. Depuis, rien n'a changé, ou si peu. Et on trouve ici les mêmes produits, pour des sommes toujours aussi symboliques. Avec un peu de chance, on peut y voir à l'étal un des derniers poissons géants du Mékong. Le pabok, ou Pangasius, est le plus grand poisson de rivière existant au monde. Et Luang Prabang était autrefois reconnu comme étant un des lieux de concentration et de pêche de ces pangasianodons gigas, pouvant atteindre les 300 kilos. Malheureusement, les barrages installés depuis peu sur les fleuves semblent amener vers sa disparition. Un autre marché attire l'attention des touristes. Il se déroule chaque soir le long de la grande rue principale du centre. C'est son fameux marché de nuit. On y trouve la production de l'artisanat local, des vêtements, des tissus et quelques objets anciens. No, I said I don't seem to buy. S'il est un rituel que le voyageur se doit d'accomplir à Luang Prabang, c'est celui du coucher de soleil le soir sur la ville. Cette cérémonie s'effectue au sommet du mont Fuxi, la colline abrupte qui domine la presqu'île et au sommet de laquelle se trouve un petit temple. De là, on peut voir toute la vieille ville, le Mékong et les sommets de la chaîne de Luang Prabang. De l'autre côté, la ville s'étend jusqu'au premier contrefort de la chaîne anamitique, qui marque la frontière avec le Vietnam. À 1 heure de bateau, au nord de Luang Prabang, le voyageur peut avoir une idée de la ferveur bouddhiste d'autrefois. Au centre d'une falaise imposante, surplombant le Mékong, face à l'embouchure de la rivière Nam U, se trouve l'entrée d'une grotte qui contient depuis des siècles des milliers de Bouddhas. Le Français Doudard de Lagrée, qui dirigea l'expédition du Mékong en 1866, fut le premier Européen à la contempler. Lui et ses compagnons furent stupéfaits par la beauté sauvage du lieu et la force d'expression de cette religion, dont un des commandements est la préservation de la nature.
Située à une vingtaine de kilomètres du centre-ville, non loin du fleuve, une haute cascade se déverse sur une forêt primaire aux arbres immenses. De bassin en bassin, l'eau de couleur turquoise se déverse vers le fleuve. Ce sont les chutes de Guangxi, une attraction incontournable de la région. Dans ce pays dont la température frôle parfois les 35 degrés, c'est un atout et une destination favorite des touristes de passage. Les femmes laotiennes à Luang Prabang et dans les villages environnants pratiquent le tissage des étoffes, en coton ou en soie, dont elles font les costumes laotiens et les écharpes traditionnelles. Sur les bords du Mékong, en aval de Luang Prabang, des femmes regroupées dans la société Ok Pop Tok produisent ces tissus traditionnels qui se vendent dans le monde entier. Des stages d'initiation sont aussi organisés sur place. Luang Prabang fut autrefois nommée capitale du royaume du million d'éléphants et du parasol blanc. C'est dire que les éléphants étaient nombreux au nord du Laos. L'éléphant d'Asie, contrairement à son cousin d'Afrique, fut durant des millénaires l'équivalent de ce que fut le cheval pour les Mongols, les Occidentaux et les Islamiques. Utilisé pour la guerre, pour le transport des hommes et du matériel, pour les travaux difficiles, l'éléphant reste aujourd'hui une aide précieuse pour les travaux forestiers en Asie. C'est aussi une attraction touristique. On trouve donc plusieurs centres de protection et d'élevage des éléphants autour de Luang Prabang. Luang Prabang possède tout ce qu'un Européen peut souhaiter en hébergement. Depuis l'hôtel de luxe classique, la résidence de type maison coloniale aménagée, jusqu'à la chambre d'hôte chez l'habitant, ou la guest house pour backpackers peu fortunés. L'époque héroïque où les DC-4 de Royal Air Laos atterrissaient sur une piste en terre battue est bien loin. La ville possède maintenant un véritable aéroport international desservi par des compagnies du monde entier, dont celles des pays du Golfe. Mais les Chinois, dont la frontière n'est qu'à 300 km, ont compris qu'il y avait d'énormes possibilités d'investissement dans le pays. Sur le plan touristique, le Laos pourrait bien devenir pour eux ce que la Costa del Sol fut pour l'Europe dans les années 60. Les projets de résidences chinoises aux alentours de Luang Prabang fleurissent. Et il en est de même pour le développement des infrastructures routières et pour le rail. Un chantier colossal a creusé son sillon ces dernières années à travers fleuves et forêts vierges, amenant un train à grande vitesse depuis la Chine vers Luang Prabang et la reliant de l'autre côté à la capitale Vientiane. Les ingénieurs chinois ont estimé que le pays représentait une véritable pile énergétique non polluante grâce à ses fleuves. Et la Chine prévoit l'installation de près de 200 barrages à l'horizon 2030. C'est une révolution culturelle qui se profile pour le Laos, dont les habitants vont devoir utiliser les routes pour se déplacer et entrer, comme les autres, dans la civilisation de l'automobile.
son côté, le monde occidental rêve d'harmonie avec la nature, de développement durable et d'agriculture non polluante. C'est ce qu'a projeté de réaliser un Allemand fortuné en 2010, en lançant le Namkan Project, sur un terrain de 8 hectares situé sur une boucle de la Namkan. C'est un centre d'accueil pour touristes éco-responsables qui inclut des terres agricoles, des logements pour l'hébergement, des cours sur la permaculture, le yoga, les massages et l'équitation sur des chevaux nains qu'utilisent les tribus Hmong. Les habitants du hameau voisin sont associés au projet et sont formés aux cultures écologiques et aux techniques de construction par les permanents du centre. À quelques centaines de mètres de là, se trouve le centre de gestion opérationnelle des barrages que les Chinois construisent sur les fleuves du Nord Laos. Deux mondes, deux réalités. La vie nocturne de Luang Prabang est restée à l'image des Laotiens, réservée, sage, mais accueillante. Le Laotien est comme Cendrillon. À minuit, chacun rentre chez soi. Pas de boîte de nuit, pas de bar hurlant. Ce n'est ni Bangkok ni Saigon. La ville possède pourtant une adresse que s'échangent tous les backpackers. L'Utopia est de ces lieux iconiques d'Asie. Sa décoration, faite des restes des guerres passées sur le sol laotien, en fait une attraction. On vient y discuter devant le bar la nuit et s'y prélasser devant la Namkan le jour, à côté de caisses de munitions françaises, de motos russes ou chinoises, ou des bombes antipersonnelles américaines, transformées en barbecue. Ici, les jeunes chinoises viennent faire la connaissance des jeunes occidentaux, sous des slogans parfaitement bouddhistes. Peace and love.